à tous et merci beaucoup Daniel. On a la chance d'avoir des partenaires tels que Daniel et Philosophia qui permettent d'inscrire les actions de territoire dans une dynamique collective. Et ça, c'est la chose la plus importante dans les projections d'avenir. Nous sortons avec Jean-Pierre d'une conférence qui parlait énormément des rapports de force entre États. Et finalement, il n'y a que les rapports de force et de guerre qui ont émergé de cet échange. Et les notions de paix sont passées à la trappe. Me semble-t-il, je pense que tu en parleras. Et c'est intéressant parce que précisément aujourd'hui, la présence de Top Festival dans l'enceinte du Festival Philosophia est exactement pour objectif l'inverse, c'est de montrer comment on peut collaborer sur des territoires dans une perspective de pensée et d'action positive. Et ça va plus loin, puisque Jean-Pierre est là aujourd'hui grâce aux grandes œuvres de Saint-Émilion, qui avait invité Jean-Pierre il y a quelques années, 2019 je crois, où tu étais venu faire une exposition. C'est là où c'est merveilleux aussi, c'est la grande pluridimensionnalité des spécialités. En tant qu'astrophysicien, il a mis avec Aki Kuroda, qui est un grand peintre japonais, et ils ont eu l'idée de co-concevoir une exposition mêlant les photographies de Jean-Pierre, puisqu'il est astrophysicien, et il conçoit des instruments pour aller faire des prélèvements, des photographies et des recherches dans l'espace. Ce qui est quand même extraordinaire, donc sur Mars. Et évidemment, ça a inspiré l'artiste Aki Kuroda. Et ils ont co-construit une fantastique exposition. Et c'est suite à l'intervention de Jean-Pierre Bulling à l'inauguration de l'exposition que j'étais fascinée parce que dans son discours, on retrouvait finalement la pensée qui lui porte le Top Festival autour du vivant. Des grands questionnements sur le vivant, les vivants, comme un continuum qui s'inscrit où on n'est pas à un début, on est vivant, on est mort, mais à l'inverse, on peut se positionner pour réfléchir. L'espèce vivante, c'est une espèce au milieu d'autres espèces vivantes. Comment elle cohabite et comment elle co-construit une vie qui peut se perpétuer sur Terre. On le pense déjà sur Terre, c'est déjà énorme. Et c'est un sujet d'autant plus intéressant qu'il est né, cette association, sur le territoire viticole. Ce territoire viticole est aussi une illustration de cette grande thématique. Si on a vu l'évolution de ces 30 dernières années, eh bien, ce sont des paysages qui ont été beaucoup reconstruits, on peut même dire déconstruits, avec énormément d'arbres qui ont été coupés, d'intrants qui sont venus modifier et impacter les sous-sols, et donc les animaux, et tout un ensemble de faune et flore qui ont été perturbés. Et là, quelque part, on rentre dans un rapport de force, comme la conférence précédente, et il est quand même fondamental, et on s'en rend compte cette décennie-là, de réinterroger ces rapports pour les penser différemment et en coexistence plutôt que de domination. Un des objets de Top Festival, c'est ça, et de se questionner aux différentes dimensions, aux différentes interactions. Alors nous, en tant qu'équipe, et nos disciplines différentes, et la mienne anthropologue, on arrive à traiter pas mal de dimensions, agricole, entre humains, les différents niveaux des humains, les comportements communs, les distinctions, les singularités, ça aussi c'est essentiel, du qualitatif, et pas uniquement du géopolitique global, au niveau pays, au niveau continent, au niveau terrien, et puis eh bien, il y a une dimension supplémentaire, et où on a là l'expert Jean-Pierre Bulling, parce que pour lire toutes ces interactions complexes et nécessaires, eh bien, on ne doit pas rester juste sur une loupe ethnocentrée sur un petit endroit, mais il est nécessaire de le voir et de le mettre en perspective. Et Jean-Pierre, dans nos discussions, il y avait tout à coup cette grande dimension de l'espace qui est vertigineux, et pas pour toi. Donc je te passe la parole et je te remercie. Merci beaucoup, vraiment. C'est plus qu'adorable. C'est très émouvant pour moi de me retrouver ici dans un tout autre cadre que la musique, l'exposition qu'on a fait à l'époque sur l'exploration spatiale.
Oui, si vous n'entendez pas, vous me le dire pendant qu'à la fin. Merci. Voilà, on va me lever. En fait, comme l'a dit, j'étais un autre débat avant, qui était pile l'heure où j'espérais travailler un petit peu sur la présentation pour en faire quelque chose qui tienne. Et puis voilà, j'ai été pris par d'autres humeurs, et donc ça va être trop long, et comme ça ne va pas être trop long, il va falloir supprimer des choses, mais c'est pas grave. Ça, je ne sais pas si vous voyez, la seule chose importante ici, c'est l'adresse email, parce que je sais que traditionnellement, les questions viennent après, et je me suis aperçu, moi, personnellement, sur le débat d'avant, que ce genre de questions, ça sera vraiment. Et en tout cas, voilà, n'hésitez pas, si après vous voulez continuer le débat, je suis très content de pouvoir le faire. Je ne sais pas si ces choses sont des meilleures minutes enregistrées, s'il garderait ces trucs, s'il y aurait, ça s'enregistrait. Bon. Très bien. En tout cas, si quelqu'un veut le PDF de cette présentation, il n'y aura pas de problème. Donc, c'est un partenariat, on l'a dit plusieurs fois. On pourrait se poser la question de savoir pourquoi et comment on met l'espace en relation avec la Terre, quelque part. Le débat d'avant a montré que c'est pas encore complètement clos, cette affaire. Mais, excusez-moi, ça me prend quelques minutes, c'est tout. Mais en tout cas, la réponse ici, c'est que c'est le partenariat avec le top qui fait cette connexion, et ça me fait plus que plaisir. C'est vraiment super. Alors, je vais essayer d'abord, en quelques minutes, de vous placer l'évolution des paradigmes, l'évolution des modes de pensée de ce qu'on appelle le vivant, justement, dans la perspective qui est la mienne, de celle de l'exploration spatiale. Alors, pourquoi l'exploration spatiale? C'est parce que, c'est ce que je vais vous dire dans les minutes qui viennent, je préfère le résumer avant, ça c'est déjà fait. Moi, je fais de l'astrophysique, comme Jean vous en fait. Vous savez qu'à l'intérieur de l'astrophysique, il y a énormément de domaines différents. Moi, je fais ce qu'on appelle l'astrophysique spatiale. C'est-à-dire, je suis dans un laboratoire du CNRS Université, puisque je parle de ça. Mais on est sélectionné par le CNES pour pouvoir répondre à des appels d'offres, pour fabriquer des instruments qui vont aller dans l'espace, à partir duquel on va faire des mesures. Ça peut être l'univers profond, ça peut être la Lune ou Mars. Et moi, je me suis occupé de ce point de vue-là, de l'exploration du système solaire, dans un laboratoire que nous avons créé nous-mêmes. Et l'idée, c'est qu'on ne fait pas que des mesures pour faire des mesures, mais qu'on va faire l'astrophysique qui va bien à partir de ça. Et quand on regarde ce qui a été fait dans quelques décennies, vous savez que le spatial, il n'est pas si vieux que ça. Dans ma génération, on l'a vu naître et évoluer. Et l'exploration spatiale, c'est la possibilité en plus d'utiliser le spatial pour aller voir ailleurs, c'est pas si vieux que ça. Ça fait 50, 60 ans, ça a commencé. Donc le cœur, c'est vraiment, on était au cœur de cette évolution. C'est très utile à un moment donné, pour ça je prends 2 minutes pour ça, de réaliser, pour avoir un mode de pensée qui s'est modifié, de savoir un petit peu quelles étaient les grandes questions qui pouvaient se poser avant et comment l'exploration spatiale a changé en fait des choses assez essentielles sur notre vision de ce qu'est la Terre, dans son histoire et dans sa géographie. Et c'est d'ailleurs tellement important. Tout ce qui s'est passé, c'est que ça a tellement été déjà percolé dans la conscience de tout le monde qu'on prend même pas la mesure du fait que c'est nouveau quelque part. Alors, d'abord la première question, quelle est la relation que la vie, nous, sur Terre, on peut avoir avec le ciel quand vous le regardez le soir? Et tout va dépendre du moment où on va se trouver. Jusqu'à l'exploration spatiale, franchement, il n'y avait pas de relation qu'on pouvait avoir à l'œil en disant ce que vous voyez le soir, ce que nous sommes, il y a une relation quelconque. Vous voyez les ciels, je dis les ciels, on pourrait dire des cieux, mais j'aime bien les ciels. Le ciel, au cours du temps, même sur les millénaires qui ont passé, pour l'essentiel, il n'a pas vraiment changé. C'est les mêmes étoiles que vous voyez, qui tournent de la même manière autour de la Terre. En fait, c'est pas celle qui tourne, c'est nous, il fait 8 ans, mais c'est pas ça la question ce soir. C'est la même chose. Et pourtant, la représentation qu'on se fait de ce que veut dire ce ciel par rapport à nous a beaucoup évolué au cours du temps. Et même maintenant, d'un endroit à l'autre de la planète, les gens vont penser différemment avec ce que vous voulez. Ce qui veut bien dire que l'interprétation qu'on fait de quelque chose, elle n'est pas d'ordre scientifique au sens où il y a une validation de notre représentation. Ça dépend des dogmes, de la biologie, etc. Et donc ça peut changer au cours du temps, ou de la physique, de la mathématique, de la biologie, vous pouvez les mettre dedans. Bref, entre l'observation et la représentation, il y a tout un tas de choses qui interviennent, et ça peut évoluer au cours du temps, et ça doit évoluer, et une transition ne sera validée comme représentation que si elle aboutit à quelque chose qui va faire une prédiction observationnelle, vous faites l'observation, et selon que ça confirme ou infirme, vous allez dire que la science progresse. Donc ce qu'on appellera la science, c'est ce qui sera justement le fruit de
de ces allers-retours permanents qui vont se consolider comme ça. Et bien, quand on regarde de ce point de vue-là la représentation que l'on pouvait se faire de la liaison qu'il peut y avoir entre le ciel et nous, pour l'essentiel, à l'œil, il n'y voyait rien qui permet ça. Ce n'était que du domaine du dogme non validé. Alors, c'était des contes. Les Grecs avaient trouvé quelque chose de merveilleux pour montrer une relation. Ils ont nommé des constellations qui ont fait des représentations factuelles que l'œil met côte à côte de telle chose. Il n'y a pas de relation entre les étoiles des mêmes constellations. Mais ça a été proposé comme, et c'est pour ça qu'on comprend, moi je m'amuse beaucoup, surtout dans les séries grecques que j'aime beaucoup, expliquer à les enfants et petits-enfants l'histoire, effectivement, la véritable histoire de la mythologie à travers ce que l'on voit. On voit sur la même truc de l'État, Andromède et Callisto. Et donc, il y a plein d'histoires qu'on peut se raconter, mais ce ne sont que des histoires. Et quand on pense que, par exemple, l'astrologie, mais c'est pas de ça dont je vais vous parler là, utilise cette représentation aussi pour dire qu'il y a un lien entre ce que nous faisons et ça, on va pas parler d'astrologie, mais il faut quand même au moins que vous sachiez que l'astrologie est fondamentalement erronée dans la mesure où ce qu'on appelle l'astrologie, c'est la possibilité, à un moment donné, de savoir les signes en question, c'est la projection du soleil sur le fond du ciel à un moment donné. Comme effectivement la Terre tourne au cours du temps, vu de la Terre, le ciel, le soleil se projette sur les différents endroits. Le soleil qui sont des constellations différentes. Ça, c'est exact. Mais bien sûr, le nom des constellations, c'est ce sur quoi se projette le soleil à un moment donné. Quand vous regardez le soleil, vous ne voyez pas sur quoi il se projette parce que vous ne regardez que la nuit. La nuit, c'est de l'autre côté. Donc il faut déjà avoir une certaine capacité de projeter ce que vous voyez la nuit dans la constellation sur laquelle vous êtes. Et bien, pour ceux qui font le travail maintenant, s'aperçoivent qu'il y a un décalage d'un signe. Ce n'est pas un drame absolu, honnêtement, ça ne change rien à nuit. Mais pourquoi il y a un décalage d'un signe? Parce que à cause de ce qu'on appelle la précession des équinoxes, dont on va parler après, ça n'a pas pris son montant tout de suite, et bien l'ensemble a tourné en plusieurs milliers d'années. Et rien qu'à cause de cela, on sait que cette idée qu'il y aurait une influence de la position des planètes, du soleil, etc., à un moment donné sur nos propres vies, n'était que le reflet de notre incapacité à comprendre les mystères de notre propre vie, sur lesquels d'ailleurs je vais vous revenir. Donc, pas de lien réel entre le vivant et le ciel pendant des millénaires, autre que imaginer. Au XXe siècle, tout a changé. Au XXe siècle, tout a changé parce que on s'est aperçu, et c'est bien sûr une chose plus importante, que le vivant est réellement un produit de l'évolution du cosmos. Et donc, la première chose qui a été proposée il y a un siècle exactement, quasiment exactement, c'est que l'univers lui-même est en évolution. Il y a une évolution de l'univers. Jusqu'à là, Einstein compris, l'univers était statique, rien ne bougeait. C'est la stabilité de l'univers qui était même quelque chose qui était relativement fondamental. C'est étonnant d'ailleurs de savoir que Einstein a fait ça. C'est une théorie de la relativité reste un plus général en pensant l'univers statique sans évolution. Et c'est pour ça que dans cette équation, il y a une fameuse constante et qu'il a fallu un certain temps, pas très longtemps, pour qu'il interprète au vu de ce que d'autres ont trouvé après, le maître d'abord et puis de Hubble, qu'en fait, par-delà notre propre galaxie, là où nous sommes, la Voie lactée, les autres petits points qu'on peut voir avec un télescope sont d'autres galaxies, et qu'il y en a un grand nombre en fait, c'est donc extra-galactique ou autre. Et que quand on regarde ces galaxies-là, on peut voir qu'elles se déplacent au cours du temps, avec cette fameuse expansion de l'univers qui était proposée à ce moment-là. Et donc, c'est tout d'un coup qu'on s'est aperçu que d'un univers statique, il faut parler d'un univers qui évolue dynamiquement. Parce que cette expansion, c'est ça que ça veut dire. La métrique est en expansion. Et progressivement, au cours du siècle dernier, le 20e, on s'est aperçu que l'évolution de la dynamique se couple avec plein d'autres évolutions. En particulier, le fait que l'univers profond plonge vers le froid, et qu'il est tellement froid qu'on ne le voit pas, parce que plus c'est froid, on peut le voir avec nos yeux, mais qu'il y a des petits îlots qui se font, qui au contraire, eux, se remettent sur eux-mêmes, fabriquent des étoiles, et que ces étoiles, c'est des lieux où la température remonte au contraire, remonte au point que ce qu'on appelle des fusions thermonucléaires, c'est le fait que des tout petits atomes peuvent en faire des plus gros, se fabriquent. Et bien, c'est cette fusion nucléaire qui est à l'origine de tous les éléments qui nous constituent, le carbone, l'oxygène, etc. Et donc, tout d'un coup, on a pris conscience du fait que nous-mêmes, nous sommes le résultat de tout ça. Nous ne serions pas là s'il n'y avait pas eu, avant même que le Soleil et les planètes ne se forment, d'autres étoiles qui ont formé avant les éléments dont nous sommes faits. Et donc, tout d'un coup, ça pose une question qui est assez, deux questions qui sont rigolotes, que j'ai mis ici. La première, c'est l'histoire du fond du ciel. Pourquoi le ciel est noir?
pas en parler longtemps non plus, énormément déjà fini là-dessus. Le fond du ciel, quelque chose qui est noir, on l'interprète comme il n'y a rien. Eh bien, bien sûr, on sait maintenant que c'est le contraire. Si quelque chose est noir, c'est que notre œil ne peut pas le détecter. Mais le fait que notre œil ne peut pas le détecter, veut dire que ça n'existe pas. C'est que notre œil il a été adapté dans l'évolution darwinienne à essentiellement voir ce qui est éclairé par le soleil. La preuve, c'est que la nuit, si on n'éclaire pas, on ne peut pas voir. Et donc, ça voudrait dire qu'il n'y a rien dans le soleil qui nous éclaire pas. Et c'est tout le contraire qui se passe. C'est pour elle le rayonnement. Parce que vous-même vous irradiez, la table irradie, tout rayonne. Mais le rayonnement que l'on fabrique dépend de notre température. Plus vous allez chauffer, si vous mettez une bûche dans une cheminée, certaines lumières, vous la voyez pas. Au fur et à mesure qu'elle chauffe, vous allez voir apparaître. Elle va être à 800 degrés, elle va commencer à être rouge, et plus vous chauffez, plus ça va se décaler vers le bleu. La température va gérer la longueur d'onde, la couleur de ce que vous voyez. Et un objet très froid va rayonner dans une tellement grande longueur d'onde que votre œil n'est pas sensible, parce que l'œil n'a pas été adapté à ça. En revanche, on sait faire des détecteurs qui, eux, sont adaptés à ça. C'est comme ça que dans les années 60, sur une proposition qui avait été faite par quelqu'un avait dit, et ensuite elle a été mesurée aux États-Unis, le fait que dans le noir du ciel, c'est là qu'il y a le plus de rayonnement, et c'est un rayonnement auquel notre œil n'est pas sensible. Et donc c'est ça qui, du point de vue psychanalytique, m'avait intéressant, parce qu'on va voir que toute l'évolution de l'univers qui fait que notre histoire, c'est celle de l'univers, elle est en fait invisible à l'homme. Elle est restée invisible, elle l'est toujours avant qu'on ait pu faire de l'instrument capable de le voir. Et donc, c'est une des choses intéressantes que le noir du ciel dans le Big Bang. Alors, je vous ai dit que les étoiles forment tous les éléments qui nous constituent, ce qui veut dire que notre âge, ça ne veut pas dire grand-chose. Tout dépend de ce qu'on appelle notre âge. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? On a par exemple du sang, de l'eau, etc. Et on sait que c'est fait avec de l'hydrogène. Et bien, du point de vue de l'hydrogène, tous les atomes d'hydrogène qui nous constituent et qui constituent tout ce que vous voyez, il y a de l'hydrogène, de l'eau ici ou ailleurs, du sang, etc. Ils ont tous exactement le même âge, à une toute petite fraction de seconde. Pourquoi? Parce que pour fabriquer un noyau d'hydrogène, il faut faire ça avec des particules encore plus énergétiques qui se trouvaient présentes quand l'univers a été tellement chaud qu'elles étaient présentes. Et c'est à des milliards de degrés que ces particules-là, en se mettant ensemble, ont pu fabriquer le premier noyau d'hydrogène. Et depuis, la température étant descendue, on n'a jamais reconstruit où que ce soit, sauf dans certains accélérateurs d'ailleurs, des environnements qui ont pu refaire ça. Donc tous les noyaux d'hydrogène sont faits au moment du Big Bang, en fait, dans les premiers instants du Big Bang. Donc si on veut notre âge par rapport à ça, on a l'âge de l'univers. Tous les autres atomes, je vous ai dit carbone, azote, etc., ont été faits dans les étoiles avant même que le Soleil ne se forme et incorporés dans le nuage. Donc de ce point de vue-là, on a un petit peu plus de 4,5 milliards d'années. Et puis bien sûr, après, ça a donné des molécules, qui elles ont donné d'autres molécules, puis éventuellement de l'ADN, etc. Donc tout va dépendre de, c'est plus un problème de sémantique. Qu'est-ce qu'on va prendre comme référence pour parler de notre âge? Le fait que notre âge, en général, c'est l'expansion de l'encre de la mer, c'est une pure convention, on peut faire ça, on sait bien qu'avant il y avait quelque chose, et qu'avant cet avant il y avait aussi quelque chose, etc. Tout dépend jusqu'où on veut remonter par rapport à ça. Donc vous voyez tout de suite que dès qu'on essaie de regarder les liens physiques, on va dire, entre des observations et une réalité, on peut mettre en cause beaucoup des critères, des concepts eux-mêmes qui ont été temps élaborés. Alors, tout ça, ça se résume un petit peu dans cette phrase qui est ici. Ce qui a été très fort dans la deuxième moitié du XXe siècle, vraiment très fort, c'est cette idée que l'homme a bien une histoire, mais que cette histoire, elle plonge ses racines réellement très loin dans l'histoire de l'univers. Donc, on fait partie intégrante de tout cela. Autre chose dont Madina parlait sans le dire, c'est qu'en plus, à l'intérieur de ça, pour ça je parle du vivant, mais pas de l'homme en l'occurrence, tout ça, bien sûr, est en opposition à ce qui a été écrit pendant très longtemps, et qui est une des choses, d'ailleurs, il faut prendre la mesure pour son extirper. La Genèse, qui a plus certainement un tas d'autres qualités, mais qui dit que l'homme a été fabriqué 3 jours après Christ, la nature, nous pose un vrai problème. Encore aujourd'hui, ramener l'homme dans la nature, c'est aller contre ce qui s'est passé entre le 3e et le 6e jour de la Genèse, ce qui n'est pas une petite affaire. Alors, il y a quelque chose sur lequel je vais m'arrêter une demi-minute aussi, c'est ce concept de pluralité des mondes. Est-ce qu'il y a d'autres terres ou pas? C'est une question qui a été lancinante dans beaucoup de choses depuis l'Antiquité. Vous allez voir, si je m'arrête une minute dessus, c'est qu'elle est encore lancinante aujourd'hui.
discuté, il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus. Il y en a un en particulier que j'aime beaucoup, ça s'appelle Épicure, et je pense que les philosophes ici n'arrêtent pas d'en parler dans leur cours. C'est un mec absolument incroyable. Et Épicure a fait une hypothèse. L'hypothèse, c'était de dire, quand je regarde le ciel n'a pas de limite. L'univers est infini. Ce qui d'ailleurs est incroyable, parce qu'à l'œil nu, on ne voit pas plus que 1500 étoiles. Même quand le ciel est très beau, comme dit en classe. Il dit, le ciel est infini. Et si le ciel est infini, alors je vous montrerai un texte, le texte en question, c'est Inès qui l'a écrit à un de ses étudiants, c'était Hérodote, c'est pas l'historien, c'est l'autre physicien. Et il dit, dans un monde, ça c'était écrit au 4e siècle avant Jésus-Christ, moins 300. Il dit, dans un univers infini, il y a nécessairement un nombre infini de mondes comme le nôtre. Et ajoutait-il aussi un nombre infini de mondes différents du nôtre. C'est une très belle définition d'infini. Et effectivement, il y a une corrélation entre l'infini et cette. Si l'univers était vraiment infini, on ne peut pas exclure le fait qu'il y a quelqu'un qui est le même bêtise que moi maintenant, et quelqu'un qui rigole de la même manière ailleurs. Parce que si c'est propre de l'infini, il suffit de rajouter des cas et puis on a bien trouvé sur l'infini. Comme on va le voir, et comme on sait maintenant, à cause d'ailleurs de cette extension de l'univers observable n'est pas infini, il est limité, parce qu'il a un âge de 15 milliards d'années et on ne peut pas voir plus loin que le temps qu'elle peut mettre l'information pour venir jusqu'à vous. C'est un horizon. Il y a un horizon dans le temps. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien de l'autre côté, mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le savoir. Si vous ne pouvez pas le savoir, ce n'est pas accessible à l'observation. Pour le physicien, c'est le cas. Donc l'univers observable est limité dans l'espace, donc limité dans le temps. Alors, ça c'est le texte dont je vous parlais tout à l'heure, et je conseille vraiment à tout le monde de le lire, pas ici, mais d'acheter le petit bouquin, ça existe dans tous les quais de gare, ça coûte 1 €, vous avez les 2 lettres qu'il a écrites, et c'est assez fabuleux. Je passe tout ça pour dire qu'effectivement, après ça, dans le créationnisme, dont je dirais pas plus que quelque chose qui est difficile d'en extraire quand on veut comprendre ce que c'est que le vivant, parce que c'est un dogme, on crée, si on crée, il n'y a pas besoin d'expliquer pourquoi et comment, ça peut créer, c'est un problème. On sait qu'après, il y a eu la rupture par Copernic, qui a viré l'homme de sa position centrale. Je n'ai pas le temps d'en parler dans plus longuement. Il y a quelque chose d'extraordinaire quand même là-dessus. C'est que ça montre que des ressentis d'évidence permettent à des dogmes de s'ancrer pendant des siècles, voire des millénaires. C'est vrai que vous n'avez pas la sensation de bouger, que quand vous êtes là le soir, vous voyez le ciel qui tourne autour de vous. Donc tous les dogmes qui pensent qu'on est au centre et immobile, et donc unique de ce point de vue-là, ils ont la culture, c'est normal. Il a fallu attendre un mec qui s'appelle Giordano Bruno, que je l'ai ici après, qui était juste avant Galilée, qui est lui le premier, Giordano Bruno, à avoir proposé cette expérience à Galilée, de dire qu'en fait, quand on est dans un mouvement rectiligne uniforme, comme on dirait, quand on bouge à la vitesse constante, on ne sent pas le mouvement. On le sait tous, en voiture, en n'importe quoi, dans un avion, on ne savait pas que ça avançait. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'on appelle l'inertie. Le principe d'inertie est un principe horrible quelque part, parce qu'il vous met dans une situation de confusion de la réalité, très facilement. Et donc, même encore aujourd'hui, les gens ne réalisent pas que toutes les secondes, tac, tac, entre les deux points, on a fait 30 km, là, le long de notre trajectoire autour du Soleil. Et autour du centre de la galaxie, on en a fait 200. 30 km chaque seconde, ça vous paraît vite, c'est rapide. Et n'empêche, c'est ce qu'on fait. On ne le sent pas parce que la trajectoire, elle est connue. Bien, donc, tout ça, Galilée, ni Copernic, ni Galilée n'ont remis en cause tout ça, ce que le créationnisme imposait quelque part. Il pouvait vivre avec. Celui qui a eu du mal à vivre avec, c'est justement Giordano Bruno. C'est pour ça que je le cite. C'est Giordano Bruno, on pourrait parler que de ça, c'est déjà passionnant. Un mec il est né quelques années après que Copernic ait fait son fameux texte sur l'héliocentrisme. Et lui, il a repris tout seul, comme un fou, l'idée d'un univers infini. Pourquoi c'était comme un fou? Parce que dans la description du ciel jusque-là, les étoiles sont comme sur un disque, comme ça, une sphère, et au-delà, c'est le royaume de Dieu. D'ailleurs, beaucoup pensaient que les étoiles, c'est des petits trous qui permettaient de voir les lumières de l'autre côté. Bien sûr, un mec qui était en plus chanoine, qui bénédictin lui était, mais qui proposait effectivement que l'univers soit infini, il y avait de place pour Dieu. Mais si, il n'y a pas de problème, Dieu est partout. Partout, il était le chef atomique, partout, donc ça réglait. Bref, il était tellement hérétique qu'il a été excommunié, il a fait le tour de l'Europe, il a été voir les Cariens et l'Église d'un côté, ça très bien, 2 ans il s'est excommunié de aussi, ouais. Et il a réussi finalement à trouver un boulot à Venise comme précepteur d'un gamin, c'est le mec qui s'appelle Nocenigo,
Et il a été dénoncé au bout d'un moment, inquisition à Venise, un homme qui a 6 ans d'inquisition à Rome. Et ils lui ont dit, mais arrête, t'as qu'à jurer, c'était 33 ans avant le procès de Galilée, t'as qu'à jurer que il était prêt à jurer de tout, si on avait rajouté qu'il n'était pas vierge. Donc il était prêt à tout ça avant de naissance. La seule chose qu'il n'avait pas donné, c'est l'histoire de la pluralité des mondes. S'il y a un univers infini, il y a forcément des mondes comme le nôtre qu'on ne pourra jamais démontrer, disait-il, j'en suis convaincu. Et bien pour ça, il a été codifié, quand codifié à Rome, le 17 février 1600, 33 ans avant Galilée. Bref, tout ça pour dire que le combat a souvent été difficile. Ce que je dis après, c'est que, mais c'est tellement vrai, vous ne voyez pas, que donc on se retrouve au début du XVIe siècle avec une physique naissante, Galilée, Newton, etc. Et quand on regarde ce qu'a fait la physique pendant 4 siècles jusqu'à aujourd'hui, c'est finalement d'instruire le concept de l'époque et de montrer que cette histoire de pluralité des mondes, elle peut tenir. Que la physique montre que avec 4 forces fondamentales, il n'y a pas que la gravité qui est universelle, il y en a 3 autres qui ont été trouvées après, toutes vont dans le même sens. C'est des lois déterministes, et avec ça, on explique tout ce que l'on voit de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Et comme les mêmes causes sont connues pour fabriquer les mêmes effets, si c'est les mêmes lois qui opèrent, ce qui a fabriqué la Terre, ce qui a fabriqué la vie, se doit d'être ailleurs. Et donc, tout ça, c'est pour dire que cette idée de pluralité des mondes, vous voyez, qui se situe d'avant pour y aboutir, qui a été finalement proposée par Épicure, puis par Giordano Bruno, puis validée par la physique, a eu la vie dure, en fait, jusqu'au spatial. Et c'est à partir du spatial que, finalement, on a pu remettre en cause, comme vous allez le voir, toute une partie de cette chose. Et donc, le vivant est apparu, à cause du déterminisme, comme ce que je mets sur ce dessin-là. Vous mettez une flèche de l'évolution, une partie du Big Bang, et puis vous avez là, vous faites d'abord des atomes, on a vu, puis des molécules organiques. D'abord, on met une flèche, ce qui est, et ça, c'est encore, non pas seulement dans Wikipédia, mais là, dans le bouquin même de c'est fondamentalement erroné et anti-darwinien. Darwin montre que justement le vivant il ne cherche pas à aller quelque part. Le vivant c'est une évolution de la chimie qui à tout moment, en fonction du contexte, va prendre telle bifurcation tout le temps dans l'évolution et ça peut aller d'un côté ou de l'autre en fonction de ce que l'on va trouver. C'est le contexte, la contingence qui va dominer. Ce moment-là, vous allez me retrouver dans ce que je vais dire. La contingence est essentielle pour comprendre l'évolution. C'était tout le débat entre Lamarck et Darwin. Et donc, c'est comme ça que l'évolution a toujours été pensée comme un chemin nécessaire qui va du simple vers le complexe. Et pour expliquer ça, on disait d'une part que la vie est un des maillons de ça. On ne peut pas éviter qu'il y ait du vivant là-dedans. Donc la vie apparaît comme une étape générique de l'évolution, dans le cadre donc, pour valider finalement la pluralité des mondes. Et bien sûr, on met le cerveau humain au-dessus parce qu'il y a 200 000 neurones. C'était utile, à la fin du XIXe siècle, de remettre l'homme en position maîtresse de la pyramide, parce qu'il fallait justifier beaucoup de choses, y compris le fait que ça ne soit pas tous les hommes, mais certains hommes plus que d'autres, parce qu'il n'y avait pas que l'esclavage, il y avait aussi que les mecs qui se justifiaient. Donc ça a été des constructions idéologiques, et on voit que la philosophie maintenant, elle a du travail à faire encore. Et donc, voilà, le vivant est apparu comme une réalité générique de l'évolution. Ça s'est terminé. Et donc, bien sûr, j'ai mis ici le mot important qui est le mot extrapolable. À partir du moment où c'est ça, si vous connaissez la Terre, eh bien, vous pouvez facilement extrapoler ça aux autres mondes, parce que vous ne connaissez pas les autres, mais puisque c'est générique, il n'y a pas de problème. Et donc, pendant tout le XXe siècle, quasiment, on s'est aperçu que si vous regardiez la rue du XXe siècle tous les 10 ans, toutes les planètes ont de l'eau, y compris la Lune, etc. Parce que s'il y a de la vie partout, c'est qu'il y a de l'eau partout, puisque la vie et l'eau doivent être liées, etc. Tout ça, ce sont des syllogismes qu'il a fallu remettre en place. Donc, la pluralité du monde s'en est bien sortie jusqu'au spatial. Et donc, j'arrive maintenant à ce qui est un petit peu le cœur de ce que je vais dire, pour montrer comment l'exploration spatiale a réussi à s'emparer de tout ça pour en faire quelque chose de différent, pour essayer de comprendre comment le vivant, finalement, a pu devenir ce qu'il est sur Terre aujourd'hui. Alors, quand on a eu l'exploration spatiale à partir de Sputnik, puis des sondes de Luna qui ont été les premières à quitter l'attraction terrestre, etc., l'objectif, bien sûr, n'était pas scientifique, mais les scientifiques ont voulu l'utiliser pour valider ce concept de pluralité des mondes.
Donc, des gens ont fabriqué des instruments pour aller voir sur place ce qui se passait. Et une des grosses expériences qui a été faite s'appelle Viking, qui était faite par les États-Unis pour se poser le 4 juillet 1976, donc là, beaucoup plus près de nous. Pourquoi le 4 juillet 1976? Parce que c'était le 200e anniversaire de la fabrication des États-Unis, quand ils sont sortis du pacte de la Grande-Bretagne en 1776. Et donc, pour faire ça, il leur fallait une mission très ambitieuse, donc on fait la mission Viking avec deux choses qui sont posées, des grands engins que vous voyez ici. Alors, ce qui est étonnant, c'est que, je ne sais pas où vous le trouvez maintenant, mais je pense que vous pouvez le trouver. Si vous regardez quels étaient les objectifs de cette mission, proposée par la NASA dans les années 70, c'était pas de savoir s'il y avait des vies sur Mars. Parce tout le monde était tellement convaincu, le problème, c'était pas de valider cette idée-là, c'était une réalité, d'évidence pour tout le monde. C'était de caractériser le métabolisme de la vie martienne. Et ce qui a été extraordinaire dans cette mission, c'est qu'effectivement, on voit d'ailleurs ici, il y avait un bras manipulateur, vous voyez déjà de la poussière qui a été prise. L'idée, c'était de prendre de la poussière, de mettre dans trois instruments différents. Et les trois instruments, ils essayaient d'analyser ça en mettant des nutriments dedans pour savoir est-ce que la vie martienne, comme nos végétaux, absorbe du gaz carbonique et recrache autre chose, de l'oxygène en l'occurrence, ou comme nos vertébrés vont prendre de l'oxygène pour recracher du CO2. C'était ça les expériences de Viking. Et c'est extraordinaire de penser qu'il y a 30 ans, il y a un peu plus, c'était ça le dogme qu'il fallait mettre en évidence. Eh bien, on a le résultat, c'est qu'il n'y a pas besoin de vie pour expliquer les résultats. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est toujours pareil, il y a encore des gens qui aujourd'hui disent Viking a montré que. Mais on sait que ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que c'est un sol qui est hyper oxydé, il y a un petit peu trop d'oxydation qui fait exactement les résultats qu'on a mesurés à l'époque. Donc ça a été le premier grand ébranlement. Il y en a eu un deuxième après, je ne sais pas comment en parler, c'est pas plus important, c'était quand on a été voir Titan, parce que Titan était le seul objet où on pensait qu'il y avait de l'eau à la surface. Donc ils ont fabriqué les missions qui sont appelées les missions Voyager pour aller sur Titan, ils sont arrivés là-bas. Et ils se sont aperçus bien sûr que tout ce qu'on avait imaginé être Titan ne correspondait pas à la réalité. L'eau n'était pas liquide, il y avait moins de 200 degrés, tout est en glace, de l'eau, des hydrocarbures, etc. Donc le mythe du fait qu'il y a de l'eau liquide ailleurs que sur Terre dans le système solaire s'est effondré. Ça, c'était quelques années après, en fait. Mais il y a eu une chose étonnante, c'est que sur le voyage entre la Terre et l'ancien satellite de Saturne, la sonde a fait un survol de Jupiter. Et Jupiter est entouré de 4 satellites que je vous montre ici, si on peut dire, parce que là, vous voyez, Venise. Galilée a fait ses observations à Venise à partir de 1610, quand il a eu sa première lunette, des Pays-Bas, et il s'est aperçu là que de nuit en nuit, ça c'est un dessin qu'il a fait lui-même, en montrant nuit après nuit d'une même semaine, que Jupiter au centre était entouré, cette année nuit, de 2 étoiles, de la droite, et puis une étoile, etc. Il y avait des choses qui tournaient autour de Jupiter. Et il a appelé ça, il ne savait pas comment les appeler. Ça a été un résultat absolument essentiel parce qu'il s'est aperçu tout d'un coup, en 1610, qu'après Copernic qui disait qu'on tournait autour du Soleil, que le Soleil n'était pas le seul centre du mouvement. Il y avait aussi du mouvement dès qu'il y a une grosse masse qui tourne, qui se présente. Et qu'autour de Jupiter, ça fait la même chose. Et donc c'est ça qui a donné finalement la profondeur qui a permis à Newton de dire que la gravité est une loi universelle. Que dès qu'il y a de la masse quelque part, il y a autour, ça va. Donc ça, c'était fait. Mais le plus important des missions voyageurs, c'est pas de valider ça, c'est rassembler sur cette image. Entre 1610 et 1979, on n'a à peu près rien appris de plus sur les 4 satellites galiléens, parce qu'à distance, on ne peut pas faire grand-chose, on peut mesurer les orbites, des choses comme ça, rien de plus. Et tout d'un coup, il y a les sondes voyageurs qui passent devant, et rapidement, elles font un survol, elles font des images. Vous avez ici les images des 4 satellites. En armée, alors ils sont à l'échelle relative, ils sont passés sur le même endroit, bien sûr. Mais pourquoi montrer ça? Tout est en termes de taille, ça correspond à la réalité. C'est que les 4 satellites que vous voyez ici, ça c'est Io, Europe, Callisto, Ganymède et Callisto, il n'y a pas 4 objets plus différents tels qu'on les connaissait à l'époque dans le système solaire. Ces 4 objets de la même taille, qui sont au même point de l'univers, faits du même matériau. Et quand on les regarde aujourd'hui, il y en a 2 qui se ressemblent. Ici en bas à droite, je le vois, c'était le plus coloré. Il est comme ça parce qu'il y a un volcanisme tellement intense qu'il y a du soufre dans différents états de soufre qui se gîtent
refroidissant, mettent toutes ces couleurs-là. À l'autre bout là-haut, en bas, vous voyez Callisto. Callisto, c'est un objet qui est bourré de cratères d'impact. Si vous avez un agrandissement, vous savez ce que c'est la Lune, la partie sud de Mars, c'est bourré de cratères d'impact à saturation. À côté de Io, vous avez Europe, c'est lui, vous voyez pas un seul cratère, c'est que de la glace avec des glaciers, avec des séraphes et des crevasses. Et puis Ganymède, qui est un petit peu un mélange. Qu'est-ce qui fait que 4 objets qui ont cette unité d'origine arrivent après peut-être avec 5 milliards d'années à ce niveau de l'université? On s'est aperçu que tout ce qu'on pensait jusque-là, donc ça c'est les années 80, sur ce qui fait l'évolution à partir de la Terre, avec le Soleil comme arme essentielle pour comprendre l'évolution, mais ça tient pas. Si vous voulez comprendre ce que nous sommes devenus, si vous voulez comprendre l'évolution des planètes, il faut rentrer avec toutes les forces possibles et avec plein d'autres choses, dont les fameuses contingentes dont je veux parler tout à l'heure. Donc ça a été la première mise en évidence d'une incroyable diversité. Et cette incroyable diversité, on s'est aperçu qu'elle c'est la genèse de tout ce qu'on va trouver après dans le système solaire. C'est pour ça que j'aime bien cette image-là. Ce qu'on va trouver après de planète en planète, d'objet en objet, c'est ce qu'on a vu sur cette image-là, on est la plus belle exemplarité. Il y a une incroyable diversité qui met en cause tous les processus d'évolution. Donc, voilà où on en est. On s'est dit tout d'un coup que la Terre, c'est pareil pour la Terre. Elle a aussi subi tout un tas de choses qui font qu'elle est devenue cet objet-là. Et donc, on pensait que c'était un objet générique, que partout il y en avait. Maintenant, on s'aperçoit que la couverture océanique, c'est la seule à l'avoir. Probablement, c'est la seule à l'avoir eue pendant le cadre avec 5 milliards d'années de son évolution. On n'a jamais eu d'objet de ce type-là. Alors qu'on pensait qu'il y a d'autres partout. Pareil pour la couverture nuageuse. Ça, c'est quelque chose aussi dont on pourrait parler que de ça, quasiment, parce que les nuages, aujourd'hui, il n'y en a pas, hier, il y en avait, on a l'impression que ça va, ça vient. À l'échelle de la planète, il y a une couverture à peu près 50-50, mais elle est totalement stationnaire, non pas à l'échelle météorologique d'un même endroit, mais à l'échelle planétaire globale, peut-être sur des millions, voire des milliards d'années. Quand on a un cumulus, il renvoie dans l'espace la moitié de l'énergie solaire qu'il a eue. C'est-à-dire qu'en dessous, elle est encore. Donc si vous avez des grandes variations de la couverture en nuage, vous avez des grandes variations de la température en dessous, et là, immédiatement, ça se voit dans un tas d'autres effets qui sont des effets directement liés à la température. Quand il y a une stabilité, eh bien, la Terre est la seule qui a cette couverture-là stable à ce niveau-là. Vénus, c'est 100% de nuages depuis toujours. Mars, c'est quasiment rien. Il y a quelques nuages le matin qui partent dans la journée. C'est tout à fait étonnant. Or, c'est essentiel pour comprendre l'évolution de la Terre. Ce qu'on dit en particulier comme réchauffement climatique, vous voyez bien que plus vous voulez des choses, plus vous faites quoi que ce soit, plus je parle maintenant, plus je mets du CO2 dans l'atmosphère. Et plus je chauffe, plus je vais évaporer les océans, qui vont bien sûr mettre de la vapeur d'eau dans l'atmosphère qui va dans le même sens. Donc plus ça va un effet d'entraînement de neige, un effet divergent. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur Vénus. Sur Vénus, il y a eu un effet normalement qui fait qu'aujourd'hui, il y a 450 degrés à l'ombre sur Vénus. Même les métaux ne tiennent pas plus qu'un quart d'heure quand on pose quelque chose dessus. Et alors, c'était la même composition initiale. Et ce qui fait que cette rétroaction sur Terre est complexe, qui fait qu'on n'est pas arrivé au cercle de Vénus. Et ce qui est étonnant, c'est qu'avec ce qui se passe maintenant, on s'attend éventuellement à un effet d'environnement. La seule chose qui pourrait contrarier cela, c'est qu'une partie de la vapeur d'eau, au lieu de partir en vapeur et éventuellement quitter la planète, se fabrique des nuages. Pourquoi? Parce que les nuages, c'est à la fois des choses qui sont effets de serre, ça bloque le rayonnement infrarouge, donc ça chauffe, mais par l'effet que je vous ai dit, de bloquer une partie du rayonnement solaire là-dessus, ça peut refroidir aussi. Donc le seul espoir qui est une inversion de l'augmentation, une diminution de l'effet, c'est par cette idée qu'une partie de la vapeur d'eau va se transformer en nuage. Ça paraît plus trivial de faire des nuages. C'est extrêmement compliqué. C'est une des physiques les plus complexes actuellement, et beaucoup de gens maintenant sont allés travailler, parce que c'est la clé de beaucoup de choses sur les années qui viennent, les décennies qui viennent. Parce que pour faire un nuage, il ne suffit pas de refroidir la vapeur d'eau, parce que ce qu'on appelle un cycle de nucléation, un petit quelque chose sur quoi le nuage va se faire. Et on ne sait pas ce qu'est le suite. Ça peut être un petit grain de sable, et ça peut être une particule de rayonnement cosmique qui traverse, des débris cométaires qui sont dans la stratosphère, etc. On ne sait pas ce sur quoi les nuages se font, mais on sait qu'en fonction de ce sur quoi ils se font, ça va donner des nuages qui auront des fonctions différentes par rapport à l'effet de serre et au réfléchissement. Et il y a des nuages qui vont pleuvoir et d'autres pas, etc. Donc, vous voyez que c'est des physiques absolument passionnantes, mais ce qui est sûr, c'est que la Terre est la seule. Bon, et couverture océanique, c'est pas la peine d'en reparler. Atmosphérique globale, je veux dire.
Donc vous voyez, bon là-dessus on peut aussi en parler longtemps, c'est incroyable, vous voyez cette image-là, vous voyez que ça, ce petit truc-là, je ne sais pas du kilomètre, avec une condition absolument ahurissante, c'est ce petit bout de nuage-là, pas de nuage, d'atmosphère-là, avec cette composition incroyable qui fait qu'on est là pour qu'il a fallu de... Tout ça, c'est aussi, parce qu'on en parlera un peu tout à l'heure, de comprendre que tout, y compris notre propre évolution, est directement lié, et d'un point de vue interactif, à la biosphère qui a été formée par nous-mêmes, même si c'est la nature au global, et que, lui, par ailleurs, vous pouvez replanter ce qui a été fait sur Terre, parce qu'on ne recréera jamais ça, bien sûr, sur nous. Bon, donc tout ça est incroyablement singulier. Un mot pour dire qu'au même moment où on a pris conscience de ça, à la fin du XXe siècle, donc dans les années 90, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que, vous savez, on a pu voir pour la première fois en 1995, le nom de ces deux personnes d'abord, Manuel Kellos, qui sont deux astrophysiciens de Genève, qui ont travaillé en France, à l'OHP, avec un instrument de la parisienne, et c'est la première fois qu'ils ont pu mettre en évidence autour d'une étoile particulière, il y avait bien une planète qui tourne. Cette idée qu'il y a des planètes autour des étoiles, c'est une idée ancienne. J'ai pu l'écrire là, mais c'est pas important. Il y a beaucoup de gens au XVIIIe et XIXe siècle qui ont proposé que quand vous faites une étoile, vous ne pouvez pas l'étudier et former aussi des planètes autour. Mais c'est une idée qui n'était pas validable encore pour rapport ou non dit. Au même moment, il y a des gens qui ont dit, pas du tout, c'est pas comme ça que se forment les planètes, c'est par des coups de soleil qui sont injectés, etc. Donc il a fallu une mesure pour valider ces thèses-là. Et cette mesure, elle s'est faite en 1995, donc il y a 30 ans. Pour la première fois, on a mis ça en évidence. Et depuis, il y a plusieurs milliers maintenant d'étoiles proches. Les étoiles que vous voyez le soir, si on faisait une observation du ciel ce soir, je vais vous montrer quelques étoiles autour desquelles pour l'instant on sait qu'il y a des planètes très loin. Et le catalogue, quasiment pas tous les jours, mais toutes les semaines, s'enrichit. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui observent. C'est des techniques extrêmement compliquées pour essayer d'avoir accès à ces planètes. Parce qu'on ne peut pas les voir, l'étoile brille trop à côté. C'est des effets indirects de la planète sur l'étoile pendant une étoile. Donc, ce n'est pas des choses qu'on fait facilement avec une paire de jumelles, mais ça se fait, il y a plein d'équipes qui font ça. Et c'est pour ça que les Rolls ont eu le prix Nobel il y a 3 ans. Mais pour moi, le résultat le plus important, peut-être pas celui-là. Enfin, bien sûr que c'est fondamental, ça. Mais en même temps, ce qu'ils ont trouvé, les deux, mais surtout tous les autres, c'est que rien de ce qu'on imaginait devoir être trouvé comme planète correspond à ce qu'ils ont trouvé. C'est ça qui est incroyable. La planète, la première qu'ils ont trouvée, c'est une planète géante, qui est plus grosse que Saturne aujourd'hui, mais 10 fois plus proche de son étoile que Mercure ne l'est du Soleil. Ça veut dire qu'elle est incroyablement proche de son étoile. C'est pour ça qu'elle tourne très vite. En 3 jours, ils ont pu voir qu'elle est revenue. Mais si elle tourne très vite, c'est qu'elle est très proche de l'étoile. Si elle est très proche de l'étoile, c'est qu'il fait chaud. Et s'il fait chaud, on ne comprend pas pourquoi elle est là. Parce que le principe même d'une étoile géante, pour une étoile géante, il faut qu'une étoile ait pu accréter du gaz autour. Parce qu'au centre de la Saturne, il y a un énorme noyau qui est à peu près 20 fois la masse de la Terre. Et pour faire ce noyau, il faut qu'il y ait plein d'objets qui ont pu venir. Si vous êtes trop près du Soleil, il n'y a pas assez de matière. Si vous êtes loin, il y en a plus parce qu'il fait tellement froid, loin, il y a plein de glace, tout ce qui est volatile, l'eau, le gaz carbonique, etc. C'est des grains de glace tellement froids qu'ils s'accrètent et ça fait un noyau. Et donc, une planète géante ne peut se faire que loin. Et là, tout d'un coup, on va aller tellement près que c'est une vraie question. C'est comme ça qu'est née une nouvelle discipline, en fait, en physique, qui est très utile maintenant, qu'on appelle la migration planétaire, qui consiste à dire que les planètes que l'on voit ne sont pas là où elles ont formées, elles vont se former plus près ou plus loin. Mais entre-temps, l'attraction gravitationnelle avec le disque lui-même fait qu'elle se retrouve éventuellement très près de l'étoile. Et donc, on a tout au début, par ce biais-là, parce que c'est plus facile de voir quelque chose qui revient souvent, analysé la distribution de toutes les exoplanètes qu'on a vues, avec beaucoup de ce qu'on appelle des Jupiter chauds, c'est-à-dire des étoiles comme Jupiter, une planète comme Jupiter très proche de l'étoile. Et puis on a agrandi comme ça le panorama de toutes ces étoiles. Et ce qui est absolument incroyable, c'est que ce qui ressort de tout ça, ce que j'ai pu mettre ici, c'est que la même chose qu'on avait vu pour les planètes dans le système solaire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas extrapoler la Terre au reste, on ne peut pas extrapoler le système solaire au reste, il n'y en a pas deux qui se ressemblent, et c'est la diversité qui domine aussi. En d'autres termes, la diversité qui existe dans le processus d'évolution des planètes existe en amont de tout ça déjà, et vous verrez pourquoi je dis ça un moment après, parce que je pense que ça va passer sur le vivant, de tout ce qu'on peut mettre en évidence. Cette diversité, c'est vraiment le paradigme qui va structurer la conception d'évolution. Voilà, donc, premier changement de paradigme qu'on a eu là, la pluralité disparaît et la diversité
et ce qui, par l'observation, devient structuré. Donc, pas de pérennité, mais diversité. Alors, de là, on est passé à l'autre idée, et qui est importante, ça va aller comme ça progressivement, c'est que non seulement on a pu observer la diversité, vous observez Mars, etc., mais on a pu commencer à comprendre l'origine de ça. Qu'est-ce qui fait que les objets sont différents? Qu'est-ce qui fait que Mars est différent de la Terre? Qu'est-ce qui fait que le système solaire est différent des autres, etc. Et quand je dis différent des autres, c'est pas différent des autres qui sont tous pareils. Quand je dis que la Terre est différente des autres, c'est pas que les autres sont pareils, c'est que chacun est divers, si je puis dire. Chacun est autre. Et donc, c'est de ça qu'on va voir. Et c'est pour ça que j'ai mis ici le sous-titre déterminisme par rapport à la contingence. Et je vais donner un exemple pour expliquer ça. Ce que je veux dire, c'est que contre l'idée que je vous ai dit que la physique elle-même a essayé d'asseoir, à savoir que puisque c'est les mêmes lois qui travaillent, on va trouver, il y a un déterminisme là-dedans qui fait que forcément on va tomber sur telle ou telle chose, les choses sont génériques, etc. On s'aperçoit que c'est pas comme ça. Parce que l'évolution, bien sûr, prend en compte certaines parts de déterminisme, elle prend surtout en compte tout ce qui est arrivé aussi après, qui sont des événements qu'on appelle des hasards, et qui sont parfaitement contingents, le contexte est là. S'il n'y avait pas eu le soulèvement d'Afrique orientale, il y a quelques dizaines, peut-être centaines de millions d'années, on ne serait pas là pour en parler, parce que dans les hominidés, il y a eu des humains qui sont apparus, etc. Toutes les bifurcations qui existent, le contexte va choisir une voie, si je puis dire, par adaptation au contexte qui était évolutif lui-même. Et comme c'est interactif, ça va aussi faire changer le contexte lui-même. Et donc, j'avais pensé prendre plusieurs choses. D'abord, j'ai pris cette image-là, qui paraît essentielle, parce que là, ce que vous voyez, c'est une partie de la diversité. Il y a des milliards d'objets qu'on peut mettre là-dessus. Et pourquoi je dis que c'est incroyable? Parce que quand on regarde tous ces objets-là, ils sont tous faits, comme nous tous, que de 4 particules. 2 quarks, un électron et un neutrino. Nous sommes tous faits que de ces 4 particules. Mais ces 4 particules ont des agencements différents, qui font qu'à un moment donné, certains ont donné l'hydrogène, l'oxyde du carbone, l'azote, etc. Qu'après certaines molécules, etc. Et donc, ce n'est pas forcément les particules constitutives qui sont importantes. Déterminer de ces particules s'arrête assez vite. C'est le contexte dans lequel ensuite ces particules-là vont pouvoir fabriquer autre chose. En période électorale, dans le disque photosolaire, ou bien à la surface de la planète, ou bien en fabriquer en permanence. Et donc c'est ça. C'est ça que je mets ici. C'est la contingence par le contexte qui va finalement être la clé d'évolution et rendre compte de ce que l'on voit dans cette diversité. Et donc c'est les formes particulières prises par les lois, si on veut, qui vont être l'origine de cette diversité. Donc voilà, c'est tout ça que je mets ici. Et le réel, la nature ne se résume pas aux seules particules constituantes, mais il faut prendre en compte tous les événements, par-delà déterminer tous les événements qui sont rentrés là-dedans. Et on commence à en voir un certain nombre. Donc, c'est ça que je mets ici. Au déterminisme générique, il faut ajouter donc tout le contingent du contexte. C'est ça qui est à l'origine de la diversité. Et ce que je vais montrer, c'est que maintenant, parce qu'on est capable d'isoler certains des événements, certains seulement, qui ont joué un rôle, je vais vous en montrer un pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Celui-là, parce que c'est un des plus connus quelque part, mais il y en a plus quantité. C'est le fait qu'on est à peu près convaincu que peu après sa formation, la Terre a eu un choc par un objet massif comme aujourd'hui Mars, dans les dizaines de sa propre masse, quelques dizaines de millions d'années après la formation. On a su ça, ça a été d'abord proposé pour rendre compte de ce qu'on avait observé sur la Lune avec les échantillons Apollo et Luna, parce que au moment où il y a eu le retour des échantillons, il y avait 3 modèles possibles pour l'origine de la Lune. On a fait des mesures pour voir si ça collait, lequel des 3 collait et aucun collait. Il a fallu en inventer un autre, celui qu'on a inventé, qui a été inventé à l'époque, c'était que la Lune procède du fait que la Terre a reçu un énorme impact et que cet impact a eu des propriétés très particulières. Et c'est là-dessus que j'ai commencé à le mettre ici, mais il est plutôt que je vais lire. L'idée, c'est que cet impact, il a fabriqué plusieurs choses. Mais ce qu'il a fabriqué, comme on va voir, c'est directement lié à la propriété de l'impacteur, qu'on appelle TIA en général. C'est les propriétés de l'impacteur qui vont se retrouver dans les effets. Si TIA avait été plus petit ou plus gros, s'il avait tapé à d'autres endroits, à la Terre, etc., on ne serait pas là pour en parler non plus. C'est que, compte tenu de toutes ces conditions-là, qui sont purement du hasard au sens où elles étaient imprédictibles, eh bien, d'abord, c'était relativement frontal. S'il avait été complètement frontal, ça n'aurait pas marché non plus. On ne serait pas là, il n'y aurait pas eu de début.
il a fallu qu'il soit un petit peu incliné, mais pas trop rasant, pour fabriquer un disque de matière autour de la Terre. Et que ce disque de matière, qui a incorporé tous les débris de Théia, mais aussi une grande partie des couches externes de la Terre de l'époque, la croûte et les manteaux de l'époque, si on veut, dans un disque suffisamment massif pour qu'ensuite, dans ce disque, par collision, les objets sont faits, dont un qui s'appelle la Lune. Notre Lune procède de la réaccrétion de cela. Et vous voyez que la masse de la Lune est essentielle pour comprendre beaucoup de choses après. La plupart des objets ont des lunes, et aucun n'a des lunes dont le rapport de masse avec la planète correspond à ce qu'il y a sur la Terre, c'est-à-dire suffisamment massif pour avoir un effet gravitationnel sur la Terre. Alors on sait qu'il y a un effet gravitationnel important, qui sont les marées océaniques, on sait que c'est logique. Mais c'est peut-être pas ça le plus important. L'effet peut-être le plus important qui a été trouvé par un astrophysicien français, Jacques Lascar, qui vit toujours, c'était pas il n'y a pas si longtemps que ça, il est à Sorbonne de Paris. Il a montré cette chose-là que je mets ici. On sait que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures autour d'un axe un peu incliné, qu'on appelle l'obliquité. L'angle fait 23 degrés, quelle qui est la latitude des tropiques. Pourquoi est-ce que ça tourne autour d'un axe de 23 degrés? Pourquoi on met ça? Ça, c'est le résultat des collisions. Mais une fois que vous avez mis un système en route comme ça, il n'y a pas de raison que ça reste toujours comme ça. Et cet axe-là, l'obliquité, en principe, il a toutes les raisons d'osciller au cours du temps. Et d'ailleurs, pour toutes les planètes qu'on voit, il oscille. Et vous voyez que si cet axe-là se met à osciller, alors les effets climatiques sont énormes. Si tout d'un coup les glaces polaires sont dans la direction du Soleil, il y a ce qui peut se passer, les océans peuvent se vaporiser, etc. Donc une grande partie de l'évolution climatique de la Terre, et tout ce que ça suppose, entre autres pour le vivant, lié au fait qu'on a montré, et ça il y a des moyens directs de le voir, que l'obliquité est restée à sa valeur actuelle à 1 degré près pour pratiquement 5 milliards d'années. Eh bien, c'est Jacques Lascar qui a montré pourquoi. C'est un des effets, pas simple à démontrer d'ailleurs, de l'existence de la Lune, exactement de cette Lune. C'est cette Lune qui a cet effet-là gravitationnel. Mars, par exemple, a 2 lunes, pour c'est des gosses, mais elles sont trop petites et en permanence, ça oscille. Et on a pu mesurer d'ailleurs sur Mars les effets de cette oscillation, qui sont tous des effets. On voit que les calottes polaires, il y a des millions d'années, elles étaient sur l'équateur, par exemple, sur Mars, etc. Sur l'équateur actuel. Bref, c'est un des moments où je voulais, dans cette conférence, vous montrer que des effets qu'on a mis en évidence, qui rendent compte des bifurcations possibles et qui font que la Terre a pris une certaine voie par rapport à d'autres, pour l'évolution de la chimie organique, c'est évident. La stabilité du climat a été essentielle. Il y a plein d'autres effets de cette collision-là, sur lesquels on travaille, pas mal de gens travaillent, d'ailleurs sur lesquels personne ne travaille hélas, mais qui sont très importants. Je pense qu'un des autres effets, c'est que lorsqu'il y a eu cet impact-là, il était tellement énergétique que la Terre, globalement, est devenue un magma, elle est montée à plus de 4000 degrés. Donc ce magma, quel effet il a eu sur l'évolution de la Terre, et de l'eau en particulier. On est convaincu, par exemple, que l'histoire de l'eau, c'est que pendant l'accrétion de la Terre, avant cet phénomène-là, pendant que l'accrétion de la Terre a eu lieu, avec des grains qui étaient autour, tout proche du Soleil, il y a pas mal de grains d'extérieur qui sont arrivés. Je vais expliquer pourquoi, il y avait des turbulences, et donc il y avait des grains de glace qui sont arrivés, des comètes qui sont arrivés. C'est comme ça que l'eau est arrivée sur Terre, dans la Terre elle-même, dans la masse. Parce que tout près du Soleil, il n'y avait pas de grains de glace, il faisait trop chaud. Donc si on a de l'eau ici, comme j'en vois sur la radio aujourd'hui, c'est bien qu'il a fallu qu'il y ait de l'eau qui arrive, et d'où elle pouvait arriver, de loin dans le système solaire, elle était sous forme de masse. Donc au début, il y en a eu une quantité énorme, mais enfin suffisamment pour que ça fait d'ailleurs, au final, les océans tellement les a. Surtout pour une fraction de la masse, quand même. Mais ça, c'était des choses qui se sont mises dans la masse de la Terre pendant son accrétion. Et là-dessus, beaucoup de dégâts arrivent. Qu'est-ce que ça donne quand vous passez à 4000 degrés? Intuitivement, vous vous dites, si ça chauffe, toute l'eau part. C'est exactement le contraire qui se passe. Parce que l'eau adore les milieux ionisés à haute température. Donc en fait, l'eau est restée piégée dans le magma. C'est quand le magma s'est refermé sur lui-même qu'il a expulsé une partie de l'eau. Donc peut-être 10% en temps est arrivé à la surface, à donner nos océans. Et le reste est resté dans le manteau superficiel. C'est là qu'est née une tectonique de plaques très particulière. S'il n'y avait pas ce rapport-là, s'il n'y avait pas une grande quantité d'eau qui se fermentait, il n'y aurait pas eu 10 grandes plaques, il n'y aurait pas eu la genèse des montagnes élémentaires faites par les amateurs, etc. Une grande partie de l'évolution géologique de la Terre est un effet aussi direct de cet impact-là. Si par exemple il n'y a jamais eu de grandes marées
dans l'océan sur Mars, c'est que probablement, parce qu'il y a eu aussi un bombardement pareil, une très rasant, c'est pour ça qu'il y a un énorme cratère qui fait quasiment tout l'hémisphère nord de Mars, il n'a pas affecté les couches profondes, et l'essentiel de l'eau est toujours en profondeur sur Mars. C'est la même quantité qu'il y a à l'extérieur, mais il n'a jamais eu la possibilité de monter, même quelques fois, mais bon. Bref, sur Terre, ça fait partie des effets, et l'idée c'est que si maintenant vous regardez quelles sont les conditions de cet impact qui sont essentielles, et vous apercevez que si vous changez un tout petit paramètre dans cet impact, la masse, il y a l'angle dans lequel il est arrivé, la composition, etc., tout d'un coup, il n'y a plus cet effet-là, il n'y a plus ces effets-là. Il y en aura d'autres, mais ces effets-là seront remplacés par d'autres. Et on ne serait pas là non plus pour en parler parce que l'évolution aurait été totalement différente. Donc un rien, comme je dis là, aurait tout changé. Vous savez, je cite toujours ça maintenant, c'est très rare, donc vous ne le voyez pas. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez vite voir Smoking, No Smoking, le film de René, parce que c'est exactement ça. Vous commencez une histoire et puis tout d'un coup, elle met la cigarette là, vous la mettez là, et vous apercevez que là, toute la fin de l'histoire est différente, vous ne rencontrez pas les mêmes personnes. C'est plus un garçon, c'est une fille, enfin, donc, bon, je fais quelque chose que je vais faire. Donc, voilà, c'est exactement ça l'évolution, c'est du Smoking, No Smoking, et c'est un film de 83 qui est marqué, ça vaut vraiment la peine. Donc, vous voyez que déterminisme ou contingence, c'est essentiel. Les deux comptent. Bien sûr, le déterminisme compte dans nos propres évolutions. Si on est né dans le banlieue nord, au sud de Bordeaux, ou au Bangladesh, en Chine, c'est un déterminisme qui va changer quelque chose. On sait bien que toute notre vie, c'est pas que ça. C'est les rencontres qu'on a eues, les gens qu'on a vus, un prof incroyable, une conférence qu'on n'imaginait pas. Donc, l'évolution est réellement fonction d'événements qui n'étaient pas prédictibles. Je ne savais pas que je viendrais, vous non plus, vous ne saviez pas que vous feriez de l'anglais sur l'allemand, etc. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'autre chose, c'est qu'il y a une très grande sensibilité donc, à ces événements-là, aux paramètres de ces événements, et c'est ça qui va conduire, donc je vais vite, là, au fait que la diversité, vous m'arrêtez en 5 minutes, c'est comme ça. 15 minutes. Oh, 15 minutes, c'est la fin. Ouais. Donc, c'est l'infime probabilité d'avoir la possibilité d'avoir deux fois les mêmes événements, qui, si l'univers est infini, à nouveau, il n'y aura pas de problème. Et comme il ne l'est pas, on s'aperçoit tout d'un coup que c'est impossible de penser qu'il y a eu deux fois de suite ailleurs la même chose. C'est évident. Et quand on commence à écrire des probabilités pour ce genre de choses, on arrive à des chiffres tellement faibles que la diversité se traduit par l'unicité. Et ça, c'est vrai pour la Terre, et c'est vrai aussi pour le vivant, que je pense, alors là, ça devient plus conflictuel, parce qu'on met en cause des choses plus importantes encore, mais je vous ai montré que la Terre a des propriétés très singulières. Qui sont plus grandes que nous. Mais la question est de savoir, est-ce que la vie ne serait pas une propriété singulière de la Terre? En d'autres termes, il y a de la chimie organique partout, il y a des collisions partout, il y a des nuages partout, mais jamais dans les mêmes propriétés. La chimie organique est certainement un produit générique, c'est-à-dire que vous avez du carbone, de l'oxygène, de l'air, etc. Vous faites des molécules, il y a des molécules qu'on voit partout dans l'univers. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ces molécules-là vont donner naissance aux personnes qui sont dans la salle, aux blés qui poussent, aux soja, etc. Il faut des conditions très particulières en place. Bien, ces conditions très particulières, elles sont directement liées au contexte dans lequel l'évolution a lieu. C'est pour ça que, assez rapidement, on arrive à cette idée que le vivant lui-même, il ne peut être que terrien. Et que ce n'est pas que le vivant, il y aurait des formes différentes avec des principes de vie qui ne seraient pas les mêmes ici et là. C'est que le vivant est la forme particulière de la chimie organique, de l'évolution organique. Il n'y a pas d'autre forme. Alors, je n'ai pas le temps de passer les autres, donc je vais simplement votre slide, mais je vais simplement vous donner 2-3 points qui ont étayé cette conclusion-là, qui arrive à cette idée qu'on est seul dans l'univers. Et après, si je vous pardonne, je dirais soit. Alors, cette idée d'abord que le vivant est une propriété de la Terre et pas d'autre chose. Je vais vous montrer 2-3 trucs pour vous montrer. Simplement pour ceux qui ont récupéré ça, je vais vous montrer. J'ai commencé par regarder, si on dit ça, ça veut dire qu'on s'oppose à la thèse, qui est la thèse la plus courante actuellement. Il y a encore un consensus, malheureusement, je trouve, très fort sur le fait que le vivant ne peut pas ne pas se retrouver ailleurs. Et chaque fois que je fais une conférence comme ça, en général, à la fin, les gens essaient de trouver la faille dans ce que j'ai dit, pour retomber sur leur pied, parce qu'ils n'aiment pas quand on leur dit que non, il y a de la vie partout, d'ailleurs, on ne peut pas
faut bien définir ce qu'on appelle le vivant. Et c'est la première chose à faire. Tout à l'heure, quand je dis qu'il n'y a pas d'autre terre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre planète, je vais simplement dire que dans l'évolution qui est venue à des planètes, vous faites tellement de bifurcations que pour arriver à ce qu'on appelle la Terre, maintenant on est capable de vraiment affiner les mesures pour que dans les données de la Terre, on sache comment sont les nuages, comment sont les gens dans cette salle, etc. Là, tout d'un coup, on s'aperçoit qu'on ne peut pas, on n'a pas fabriqué tout. Pour le vivant, c'est pareil. Alors, pourquoi il y a cette difficulté avec le vivant? Ça remonte à beaucoup de choses. D'abord parce que le mot le vivant, ce n'est pas une découverte récente. Les Grecs avaient le même mot pour dire le vivant il y a 4000 ans et maintenant. C'est le même mot que dans le grec contemporain. À l'époque, c'était la pierre pour avoir dit qu'il y a une différence entre une pierre et un arbre. Parce qu'il y en a un qui paraît éternel et l'arbre est constant tous les ans. Donc il y a une différence de nature entre les deux. Et on est resté tout le temps avec cette dichotomie binaire entre deux modes. Le mode du vivant et le mode du non-vivant, le binaire. Alors moi, j'ai pas horreur de la binarité binaire générale. La binarité générale, elle cache la complexité des choses. Il faut toujours prendre entre le blanc et le noir, il y a le gris, c'est tout, le noir, ça n'existe pas en soi, le bien, le mal, le normal, l'anormal, tout ce que sur un conflit politique, vous êtes pour ou contre tel ou tel, etc. Si vous avez l'occasion de dire que non, il y a peut-être aussi ça, etc., vous êtes soit antisémite, soit je ne sais pas. Donc, vous voyez ce que je veux dire, il faut faire attention à ces binaires. Cette idée de l'univers qui est vivant comme une chose binaire pose beaucoup de problèmes parce que le dire, ça veut dire qu'il y a une propriété globalisante de tout ce qui est vivant et qui s'opposerait, qui serait présente là-dedans, et que dans le binaire serait dépourvu. Mais d'abord, quelle est cette propriété? Quand vous essayez de chercher toutes les propriétés que l'on donne dans le Wikipédia et dans le bouquin au vivant, j'ai fait plein de réunions avec des biologistes autour de la table, on était 6 biologistes autour de la table, qu'est-ce que c'est que le vivant? Vous avez 7 réponses et ils se foutent sur la gueule. Donc, simplement parce que ça n'a plus de sens de vouloir caractériser le vivant par rapport au non-vivant. Par exemple, on dit toujours que le vivant, c'est auto quelque chose, auto-organisationnel, auto-catalyseur, auto-quelque chose. Mais le propre du vivant, c'est pas d'être autonome. On sait bien que le vivant, il a besoin soit du gaz carbonique, soit des ingrédients qu'il faut manger de temps en temps. Si vous coupez la relation avec le reste, si pour là vous coupez ces feuilles qui ne parlent de couper vraiment au soleil, et puis ces racines pour aller chercher des fibres dans ça, vous avez plus d'arbres. Donc le propre du vivant, c'est justement il est autonome au recul de ses propriétés. Parce que si vous coupez tout ça, c'est pas la vie, c'est la mort. Donc déjà, je suis pas d'accord avec la plupart des choses. Mais il y a plus grave quelque part. C'est que si vous voulez faire naître une propriété, s'il y avait une propriété globale qui permet de passer de binaire à vivant, c'est ce que Pasteur a pris des décennies à cette là, la génération spontanée. Comment voulez-vous faire apparaître quelque chose d'un monde qui n'en a pas? C'est très compliqué. Et donc ça a à voir avec beaucoup de choses qui vont derrière, que j'ai écrit ici. J'ai écrit dans un bouquin, je suis sorti de là-dessus, parce que c'est une manière de penser quelque part. Il y a quelqu'un que je cite d'ailleurs dans mon bouquin, qui s'appelle François Julien avec 2 L, c'est un philosophe qui pendant 20 ans a fait la philosophie grecque et qui ensuite a fait la philosophie chinoise, qui dit des choses extraordinaires. Il dit par exemple, chez nous, on va toujours de A vers B. Il y a un A, on va vers B. À toute question, il y a une réponse. Il ne peut pas y en avoir deux. Donc les Chinois, par exemple, disent la question de savoir si la Terre est ronde ou plate, on s'en fout. Quand on construit des maisons, on ne peut pas savoir que la Terre est ronde. Tout dépend du contexte dans lequel vous posez la question. Chez nous, à tout A, il y a un B. Mais ça nous empêche de voir ce qui se passe entre A et B. Les Chinois, ils vont dire tout à fait autre chose. Je dis un petit peu à la serre quand on parlait à ce que M. Julien avait dit. Ce qui compte, c'est le continuum. C'est le moment d'être arrivé à A et pour évoluer comme ça vers B qui se continue aussi. Il n'y a pas de A et de B. Ça rappelle un peu ce que je disais sur l'origine de tout à l'heure. On peut par convention décider que l'origine c'est tel processus, telle molécule, etc. Mais il n'y a rien qui permet de dire après ça s'appelle la vie et avant ça n'était pas la vie. Pareil pour la notion d'ailleurs, ce qu'on appelait par exemple l'homme, l'origine de l'homme. C'est la notion d'origine elle-même qui est en cause aussi. Il n'y a pas si longtemps que ça, l'origine de l'homme, on disait c'est à quel moment. Maintenant, toute personne s'amuse à dater l'origine de l'homme. On sait bien que dans l'évolution des hominidés, c'est progressivement qu'il y a des choses qui sont apparues et il y en avait déjà avant, etc. Et donc c'est un continuum d'évolution et qui continue à rester là, il y a toujours des... Et donc, on voit que déjà dans cette binarité vivant et inerte, il y a des choses essentielles qui vont pas. Alors après, une fois qu'on comprend ça, on se dit, moi j'essaie de voir quelque chose qui caractérise réellement l'ensemble du monde vivant tel qu'on voit. Parce que c'est vrai qu'il y a quelque chose qui a l'air d'unifier le monde vivant.
Pas par rapport à un monde qui n'aurait pas, je dis pas que c'est une propriété qui est sortie comme ça, mais on essaie de savoir ça. Et il y a une propriété, et la grâce au service biologiste. Mais là, ça rentre dans les détails, mais pour ceux qui sont biologistes et chez ceux qui en ont, vous savez que la caractéristique du vivant à partir de l'ADN, c'est de faire un code, il y a des choses qui décodent, puis qui vont recoder, mais le recodage se fait en transformant ça par des fonctionnalités. C'est des fonctions qui comptent. À partir du code, vous allez avoir vos yeux, un, un, bleu, etc. Et donc, c'est ça qui est la caractéristique. Mais après, vous me dites, mais quelles sont les molécules qui font ça? Est-ce que n'importe quelle molécule peut faire ça? Ça s'appelle les ribosomes, un ensemble de protéines et ribosomes très particuliers qui font ça. Et vous regardez la complexité de la chimie qui fait ça. La complexité des contextes qui ont permis à un moment donné d'arriver vers ça. Et vous dites, mais c'est exactement la même chose que ce qu'on disait tout à l'heure sur ce qui fait que la Terre est devenue la Terre plutôt qu'autre chose. C'est une succession d'étapes avec des bifurcations dans tous les coins qui font ça. Ce qui veut dire que si à un moment donné, on parle toujours, est-ce qu'on ne pourrait pas faire du vivant avec autre chose que de l'eau, ou bien avec d'autres ingrédients, etc. Bien sûr qu'on peut faire des choses, il n'y a aucune raison d'appeler ça la vie. Si vous appelez ça la vie, c'est que vous voulez revenir à ce concept-là, pour des raisons qui sont culturelles, on va dire, mais il n'y a pas de raison de le faire. Parce qu'il faut dire aussi que Mars, c'est comme la Terre, c'est une Terre. Non, c'est pas une Terre, parce que la Terre, maintenant qu'on peut la caractériser, elle suppose des choses qu'elle a connues, que Mars n'a pas connues, qui permet en particulier d'émerger une biosphère, etc. Pour le vivant, c'est la même chose, c'est une chimie organique très particulière. Donc tout ça, c'est pour dire que ce que j'aurais aimé, plus long, plus court, mais c'est pas grave. On peut, je crois, arriver assez rapidement à cette idée que le vivant est une particularité de l'évolution de la chimie liée à la Terre. Le vivant est terrestre par essence, lui aussi. De même que la Terre est terrestre par essence. Alors une fois qu'on a dit ça, à quoi ça sert de savoir ça? À quoi ça sert? Alors ça, c'est quasiment l'intégralité du débat que j'aurais aimé avoir avant, par rapport à l'espace et de la Terre. Ça ne change rien a priori, on peut vivre de la même manière avant. Vous voyez, il y a beaucoup de choses dans la sémantique qu'on continue à utiliser sans on sait que c'est faux, mais quand vous embrassez ou quand vous aimez quelqu'un, vous aimez tout votre cœur, ça fait quand même un siècle et demi, on sait que ce n'est pas dans le cœur qu'il y a les intentions, c'est dans le cerveau, mais c'est juste là d'un moment, vous ne connaissez pas vraiment les fonctions du cerveau. Donc il y a plein de gens qui sont mis dans la tombe, mais on aime toujours et tout son cœur. C'est pas quand on a mal là, on a mal au rein, les reins ils sont pour rien. Quand on dit germain, on dit j'ai mal au cœur, le cœur il est pour rien. Mais ça, c'est des expressions très graves. Quand on a mal, quand les gens disent qu'ils ont mal au cœur, le cœur continue à en revanche, cette histoire de la vie ailleurs ou pas, ce que nous sommes, peut poser des problèmes, et à un moment, il faut accepter des dépassements d'émotions. Je vous donne un exemple de cas, où certaines disciplines ont accepté de faire un dépassement. C'est la physique, avec la notion de force. Quand Newton dit que c'est la même force qui fait tomber la pomme et tourner la lune, qui fait tout son développement après, qui donne même une forme algébrique à ça, des soleils qui gira, à force de gravité. Puis après, d'autres ont fait la même chose avec d'autres forces électriques. Un proton tourne autour de l'électron avec une force qui a la même forme d'ailleurs que la forme de gravité. Extraordinaire. Jusqu'au jour où les gens se sont dit, il n'y a pas très longtemps, il y a quelque chose qui ne va pas. Comment la pomme sait qu'il y a l'intérieur? Comment l'électron sait qu'il y a le proton? Pourquoi il tourne autour? Il faut bien qu'il y ait de l'information qui passe. Hein. Quelle est cette information? Alors, pour la gravité, Einstein avait déjà répondu, donc c'est pas un problème. On peut revenir là-dessus après, important, parce que mais pour les autres, pour les trois autres forces, les gens se sont dit, en fait, il faut qu'il y ait des particules qui interviennent ici pour transmettre l'information. Et donc, c'est des particules, qu'on appelle des bosons, qui ont été proposées avant d'avoir été découvertes. Sauf un qui s'appelle le photon, c'est un photon qu'on connaît ça. Et les deux autres, vous pouvez les etc. C'est des particules qui ont été trouvées au CERN, mais pas longtemps, ça fait 20 ans, on a fait 20 ans de découverte. Donc, il faut bien qu'il y ait l'information qui passe. Eh bien, en principe, il ne devrait plus enseigner la notion de force comme on faisait avant, parce qu'elle masque quelque chose de profond. C'est toute l'interaction à distance, c'est vraiment une pensée, etc. Non, il faut qu'il y ait quelque chose qui matérialise le fait que l'information circule et passe d'un objet à l'autre, pas simplement dire je pense que, etc. Eh bien, je pense que pour les vivants, on en est au même point. Les vivants, actuellement, on arrive à cette idée-là, qu'on est le résultat d'une incroyable évolution. Cette évolution a conduit à voir la Terre différemment par le monde. C'est un petit grain de semis très isolé qui est confiné dans l'espace, confiné dans ses ressources, mais qui en plus, non seulement les ressources sont confinées sur cette Terre, mais sont incroyablement, irrégulièrement localisées sur place. Pour des raisons qu'astrophysiciens peut expliquer. Il y a une grande
grande partie des ressources minérales le procès du fait que la Terre a été bombardée, comme la Lune a été, sauf que nous, on n'a plus d'informations à cause du labourage de la géologie. Mais quand vous avez un impact qui arrive, il volatilise tout, c'est pour ça qu'il y a un cratère. Et sur le bord du cratère, vous avez tous les minéraux réfractaires qui sont partis. C'est là qu'il y a des ressources. Et l'Afrique du Sud et le Canada, ils bordent un des cratères d'impact initiaux, et c'est pour ça qu'ils ont tout un tas de minéraux particuliers. Donc, monde avec des ressources localisées, etc. Ça, c'est les problèmes, les défis qu'on a pour la dernière minute, ce sont des défis planétaires. À l'échelle de la planète, on affronte maintenant des défis sur des constantes de temps très brèves, 2-3 décennies. Et c'est vraiment, c'est pour le climat, non, la Covid, c'est pour les guerres, etc. Donc, on a des défis planétaires qui exigent des réponses planétaires. Le fait que la vie ne peut pas être exportée ailleurs, la terraformation de Musk, c'est une insolence scientifique, une insolence de tout point de vue, parce que le darwinisme existe, même si on n'a plus le droit de l'enseigner autrement que dans nos options aux États-Unis. Non, on est obligé de faire, il n'y a pas de plan B. Donc il faut que l'évolution du vivant, tel qu'il résulte de tout ça, arrive à s'adapter à tous ces trucs-là. Et pour ça, il faut des réponses planétaires. La seule possibilité que je vois, j'essayais de c'est qu'il n'y ait plus de confrontation et de remplacer la confrontation par la coopération. Il faut travailler ensemble. Et quand on dit ça, de cette manière-là, enfin, c'est utopique, comment vous voulez faire ça en 20 ans, 30 ans. Et donc, les 3 autres minutes, ça aurait été pour dire, mais je vais pas dire, je vais dire ça. On peut démontrer que des changements de paradigme à cette échelle-là, de quelques années, et la manière dont la conception et la compréhension du défi climatique, dans la première manifestation, c'était à Rio en 92, comme ça, après il y a eu climato-scepticisme, etc. À l'échelle de 10 ans, on peut faire changer fondamentalement les choses, à condition de prendre par lucidité la réalité de ce que vous avez fait. Et donc, cette évolution qui nous change la représentation de la Terre dans l'univers et du vivant sur la Terre, ça aboutit à cette idée que parce que la contingence est essentielle, eh bien, tout ce que vous faites, ce que vous mangez, ce que vous achetez, ce que vous votez, etc., ça affecte l'atmosphère. L'atmosphère vous affecte aussi. L'homme fait l'histoire. Il n'y a pas de déterminisme. Il n'y a pas de déterminisme non plus sur cette évolution de l'atmosphère. Et donc, quand on prend la mesure de tout cela, je pense que surtout pour les plus jeunes, l'enchantement qui peut être désabusé par les connaissances dans l'hiver, se remplace par la victoire qu'on peut avoir dans ce combat pour ce que vous